Bonjour et bienvenue dans le podcast du cahier de vacances photo. Pendant 5 semaines, nous allons explorer 3 sujets à photographier chaque semaine. Tous ces sujets tournent autour d'un grand thème général. Ce podcast est une extension de cette aventure, une ressource ouverte à toutes et à tous, que vous participiez ou non au cahier de vacances. Personnellement, je le trouve d'utilité publique. Je m'appelle Marion Tremblette, je suis photographe, réalisatrice et art thérapeute. Et si le concept du cahier de vacances ne vous est pas encore familier, je vous conseille vivement d'écouter l'épisode 0. Il dure moins de 10 minutes et il détaille le projet et pose les bases de la photographie systémique. Pour résumer, il s'agit de considérer la photo comme un point de rencontre entre les 3 pôles qui interagissent constamment, soit les autres et l'environnement. Vous trouverez aussi l'épisode qui s'appelle 0.1, se situer. Il est consacré à l'importance de se situer. C'est une base essentielle pour savoir d'où on parle et surtout lorsqu'on accompagne des personnes, afin que chacune sache où il ou elle met les pieds et puisse identifier d'éventuels rapports de domination, pour éviter des comparaisons inutiles par exemple. Vous vous trouvez ici dans l'épisode du podcast qui accompagne la première semaine. Le grand thème, c'est moi, ici et maintenant. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir Zoé Desbuis. Elle mène un travail merveilleux sur l'alimentation et le rapport au corps, la perception de soi. Je vous invite à plonger dans son univers durant cet épisode, mais aussi à explorer son site et ses réseaux sociaux. Commençons tout de suite par nous situer. Le rec est lancé. Bonjour Zoé. Bonjour. Et donc on va commencer par se situer. Se situer, ça consiste à reconnaître consciemment que nos interactions ne sont jamais neutres, car elles sont façonnées par nos privilèges et les rapports de pouvoir qui nous traversent. Cette démarche permet d'identifier où se jouent les dynamiques de domination pour éviter de blesser involontairement et transformer ces privilèges en levier de changement systémique. Donc si tu veux Zoé, je peux commencer par me situer. Donc je suis Marion, je suis une femme blanche de 35 ans, je suis belge, considérée comme une femme grosse. Mon passeport européen et mon nom de famille m'offrent une sécurité migratoire et sociale. Je suis indépendante, donc à mon compte, bénéficiaire de l'AAH, en situation de précarité. Mon expérience du monde est façonnée par ma neurodivergence, autiste et TDAH, et un passé de santé mentale fragile qui crée parfois des décalages avec les normes. Malgré ma facilité à prendre la parole, j'utilise pas toujours les bons mots. Mes privilèges sont liés à mon origine, à ma blanchité, et mes vulnérabilités à mon handicap, mon poids et mon genre. Voilà. Zoé, est-ce que tu souhaites te situer ? Oui, tu peux bien. Alors, je vais essayer en tout cas de me prêter à l'exercice, mais j'ai pas beaucoup l'habitude et ça va peut-être pas être si exhaustif que toi, mais n'hésite pas à me demander si tu veux que je complète. Donc moi, je suis Zoé, j'ai 33 ans, je suis française, donc oui, effectivement, le passeport français et européen, j'ai vraiment conscience du privilège que ça représente. Je suis issue d'une classe sociale, je dirais, moyenne sup. Donc ça, j'ai beaucoup conscience aussi de l'accès aux études, notamment, que ça m'a permis. Je suis mince, je suis bisexuelle, je suis à mon compte, je suis entrepreneur. Je crois que je n'ai pas de neurodivergence, même si mes amis me le suggèrent de temps en temps. Je crois pas, ou en tout cas... s'il y a quelque chose, ça m'a jamais posé le moindre souci ou la moindre difficulté dans ma vie. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je sais pas si j'ai oublié quelque chose. Eh ben, écoute, je ne sais pas si tu as oublié quelque chose, mais je me suis rendu compte que moi, je n'avais pas du tout parlé du fait que j'étais hétéro et cisgenre. Voilà. Pour moi, c'était assez clair et je pense que de toute façon, se situer, ça varie. Et peut-être qu'au prochain podcast où je t'enregistrerai, il y aura d'autres choses à ajouter. Oui. Merci beaucoup Zoé d'avoir accepté cette invitation pour ce premier épisode du podcast pour le cahier de vacances. Tu es diététicienne, j'allais dire comportementaliste, mais ça se dit pas, c'est comportementaliste. Il y a des gens qui disent ça, comportementaliste, ouais. Parce que moi j'ai l'habitude de dire ce mot pour les chiens. Ouais, en fait je trouve que ce mot réfère vachement oser à l'éducation canine, oui, c'est pour ça que j'ai pas l'habitude de l'employer, mais c'est le terme que la plupart des gens emploient. Ok. Donc nous on va employer ce terme de tu es diététicienne comportementale. Tu es spécialisée dans les troubles alimentaires et de l'image corporelle. Tu parles de diététique comportementale intégrative et holistique. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est ? Alors, c'est une façon de pratiquer la diététique, je dirais, qui veut se démarquer de la diététique qu'on a apprise à l'école,
où sur le sujet du poids notamment, on apprend surtout à calculer combien mangent les gens, ce qu'on appelle les ingestas spontanés, et où on retranche une partie, souvent 15 à 20% en faisant un plan alimentaire, dans le but que ces gens suivent le plan alimentaire et perdent du poids, et puis c'est magique, tout va bien. Et puis voilà, je fais partie de ces diètes qui savent que, ou qui pensent que, on va dire, ça ne fonctionne pas. Donc on essaye de construire des approches qui sont différentes et voilà, intégratives et holistiques, parce qu'on va plus essayer de comprendre comment fonctionne l'être humain avec la nourriture, comment fonctionne la relation à l'alimentation, pourquoi on mange ce qu'on mange, en fonction de nos sensations de faim qui sont propres, mais aussi tu vois, nos envies qui sont liées à nos habitudes culturelles, familiales, qui sont très façonnées aussi par nos émotions, ce qu'on fait dans la journée, notre niveau de fatigue, notre accès à l'alimentation selon nos niveaux de revenus, etc., etc. On essaye de prendre tout ça en compte pour proposer des approches qui nous paraissent plus pertinentes, comment on aide une personne qui a une difficulté alimentaire, quelle qu'elle soit, ou voilà, une personne qui a une demande de perte de poids, comment on peut l'aider à comprendre qu'est-ce qu'elle identifie comme une problématique et comment elle peut se sentir mieux à l'issue d'un travail avec l'alimentation. Quand tu dis qu'est-ce qu'elle identifie comme une problématique, ça voudrait dire qu'avoir trop de poids peut ne pas être une problématique ? Ouais, en fait, souvent les gens, quand ils consultent, même si c'est un petit peu moins le cas, parce que je fais partie de ces diètes qui essayent de véhiculer des choses sur les réseaux sociaux, donc il y a les gens qui consultent en étant déjà informés de certaines choses, mais il y a quand même beaucoup de gens qui consultent avec l'idée « j'ai un problème de poids ». C'est-à-dire mon poids, il est trop haut, et ma solution, c'est de perdre du poids. Et en fait, on va creuser assez vite dans le suivi, en fait, qu'est-ce que ça cause comme sous-problème, le fait de faire ce poids-là, notamment en termes d'image corporelle, comment, on en reparlera largement, mais comment je me regarde, quel regard je pose sur moi, qu'est-ce que je pense de mon image, de mon esthétique. Ça peut être des sous-problèmes concernant la mobilité, concernant l'habillement, voilà, la relation à l'alimentation qui a pu être perturbée avant ou en raison justement du poids actuel et de la perception du poids actuel. En fait, on va creuser tout ça pour sortir du j'ai un problème de poids. C'est-à-dire j'ai un poids, j'ai un corps, et il se peut que ça induise des difficultés à certains endroits de ma vie. Et comment on va essayer de résoudre ou au moins d'améliorer chacune de ces difficultés, et notamment pas que en perdant du poids en fait. Ça peut être de plein de façons. Une personne par exemple qui dirait... c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais je suis essoufflée parce que mon poids c'est tant. On peut essayer de se dire, ok, est-ce que si vous êtes essoufflé par exemple en montant vos escaliers, parce que vous avez une maison avec un étage, est-ce que à poids égal, vous pourriez vous entraîner, vous faire des petites sessions où vous vous dites, allez, je vais monter 2-3 fois mes escaliers à la suite, ce qui fait que c'est un entraînement sur ce type d'effort. Et peut-être le corps va s'habituer et les conditions, tu vois, cardio-respiratoires vont être meilleures à poids égal. La solution, en tout cas, je veux vraiment croire qu'elle n'existe pas que dans la perte de poids, et que quand bien même elle existerait pour certaines problématiques que dans la perte de poids, en fait, tout le monde ne peut pas perdre du poids, dans le sens où déjà, il y a cette notion de poids d'équilibre qu'on ne choisit pas et qui peut se modifier au cours de la vie. Donc parfois, on prend du poids pour X raisons, où on est à son poids d'équilibre, on n'en a jamais pris à part la croissance, tu vois, jusqu'à la puberté, début de l'âge adulte. Et ça nous amène à un poids qu'on estime être trop, ou que la société estime être trop, mais c'est juste le poids d'équilibre naturel de la personne. Et parfois, du coup, ce n'est pas possible de le reperdre. Même, enfin, toute technique confondue, la personne ne va pas perdre le poids. Ou si elle en perd, elle va le reprendre très vite, parce que son corps veut revenir à un état qui est le plus optimal pour la santé. Et puis, il y a des personnes aussi qui sont au-dessus de leur poids d'équilibre, mais en fait, ce que ça va demander en termes de changement d'habitude, de mode de vie, de perdre du poids, ça va être colossal, et du coup, parfois, c'est pas possible, ou parfois, ça se fait sur des années. Si on prend, par exemple, une personne qui semble être au-dessus de son poids d'équilibre, en tout cas, c'est l'hypothèse qu'on pose, et qu'en fait, elle dort 4 heures par nuit parce qu'elle travaille de nuit ou parce qu'elle fait des insomnies, et que son sommeil est complètement dérégulé, c'est quasiment certain qu'elle ne pourra pas perdre de poids,
tant qu'elle ne refait pas des vraies nuits réparatrices, et la majorité des nuits de la semaine, sur du long terme en fait. Mais si ça se trouve, cette personne, elle a un boulot précaire de nuit et elle n'a aucune possibilité de changer de boulot, tu vois. Ou si ça se trouve, elle fait des insomnies liées à un psychotrauma. Et en fait, tant qu'elle n'a pas réussi, ce qui prend souvent des années, à plus avoir de conséquences de son psychotrauma et d'avoir un sommeil réparateur, il n'y aura peut-être pas de perte de poids. Donc c'est vraiment, tu vois, cette diététique intégrative et holistique, on sort de l'idée, quand on veut, on peut. Tout le monde peut perdre du poids. Et quand on veut perdre du poids, il suffit de mettre en place le bon plan alimentaire, l'activité physique, et hop, on est censé perdre. On va aller regarder tous les autres paramètres. Et oui, on peut essayer chez certaines personnes qui expriment avoir une envie ou une envie de perdre du poids, ou tu vois, une vie qui serait améliorée en perdant du poids, je ne le remets pas en question. Et on peut essayer. Mais voilà, pas à tous les coups. Dans le sens, pas à toutes les conséquences possibles, pas à tous les prix. Et même quand ça arrive, généralement, c'est assez long. Et donc, est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes qui viennent te consulter et de les envoyer peut-être vers un psychologue ou une autre personne avant de travailler le poids ? Ouais, c'est vraiment fréquent, soit avant, soit en parallèle. Après, c'est vrai que avec mes collègues, on en a déjà parlé, mes collègues diète, on a beaucoup ce rôle quand même, vu qu'on a des rendez-vous longs, on a des premiers rendez-vous qui durent 1 heure, voire 1 heure et demie, de faire un bilan de la situation, d'écouter, d'essayer de... Ouais, c'est ça, de faire un bilan le plus exhaustif. Et effectivement, du coup, ça peut arriver qu'à l'issue de ce rendez-vous bilan, on dise, à mon avis, ce serait bien que vous voyiez un médecin du sommeil avant toute chose, ou à mon avis, ce serait bien d'avoir un suivi psychologique. J'ai peur que si on entame quelque chose ensemble, on va être vite bloqué pour telle et telle raison. Ça reste une hypothèse. De toute façon, moi, je suis vraiment à fond pour le travail collaboratif. C'est-à-dire que la personne, elle me donne des éléments de sa vie. Je lui donne mes hypothèses en fonction de ce que moi, je comprends ou ce que je connais, et on en discute. Tu vois, je peux émettre cette hypothèse, mais si elle me dit, moi, je crois pas. Je crois que vraiment, en commençant avec vous, en travaillant sur ci, ça pourrait être aidant. Ok, on essaye. Tu vois, ça m'est jamais arrivé de vraiment refuser un accompagnement parce que ça me semble 100% inutile, parce qu'on pourrait travailler ensemble. Mais oui, c'est sûr que le travail en complémentarité est vraiment important. J'adore, je suis partie en freestyle sur les questions. Mais J'adore, dès le début. Ouais. Je ne m'attendais pas à autre chose. Donc, maintenant, je vais te dire des mots et tu vas développer tout ce que tu veux autour de ces mots. Okay. D'accord ? Il y en a certains qui sont des concepts, c'est d'office des mots qui te parlent et des mots que j'ai entendus dans ta bouche et qui m'intéresseraient que d'autres personnes entendent de ta bouche aussi. Qu'est-ce que l'image corporelle ? Alors, l'image corporelle, c'est la représentation qu'on a de nous-mêmes, la représentation qu'on a notamment de notre apparence corporelle. C'est, si on voulait la faire courte, si je ferme les yeux et que j'imagine à quoi je ressemble, c'est ça. Mais ça peut être aussi si je devais me dessiner ou faire un portrait robot de moi, c'est ça aussi. C'est une représentation que j'ai de moi-même. Du coup, c'est subjectif vu que c'est une représentation. C'est-à-dire que mon image corporelle, elle peut varier au cours de la vie. Et tu vois, quelque chose que j'aime bien faire en rendez-vous quand je commence un travail sur l'image corporelle, peut de dire à la personne, est-ce que vous pouvez me décrire votre corps avec 10 adjectifs qualificatifs ? Et en fait, donc tu laisses un petit temps de réflexion. Des gens, ça prend 20 secondes, d'autres, ça va prendre 3 minutes. Mais les 10 mots qui vont ressortir sont hyper parlants. Parce que c'est du subjectif. Tu as des gens qui vont être très dans le descriptif, d'autres personnes qui vont utiliser des mots très connotés. Par exemple, horrible, dégueulasse. Où on n'est pas dans... Enfin, ouais, quelque part, on est dans du descriptif, mais c'est très, très subjectif. Tu as des gens qui vont utiliser presque que des mots qui réfèrent à la grosseur. Des gens qui vont pas du tout avoir de mots qui réfèrent à la corpulence. Voilà. En fait, ça va beaucoup parler d'une personne que tu connais à peine, de dire, OK, est-ce que tu peux me décrire ton corps en 10 mots ? En t'écoutant, j'essaie de voir quel mot je pourrais y mettre. Je crois que j'ai pas envie de faire l'exercice, mais il n'y a rien qui me vient là comme ça. Si tu as envie de le faire, je te conseille de le faire à l'écrit, parce que quand tu le fais à l'oral, quand tu développes, quand tu es au 5e mot, tu as déjà oublié les premiers, alors qu'à l'écrit, ça fait plus une liste qui s'étoffe. Et puis après, du coup, je dis, OK, est-ce que vous voulez bien me lire
votre liste et puis après, voilà, ok, vous avez mis tel mot, est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Tu vois, après, tu développes. C'est trop intéressant. Et ben en art-thérapie, donc en thérapie par la photographie, donc je vais faire juste un petit point là-dessus. Donc en art-thérapie, c'est la personne qui va pratiquer de l'art et la thérapie par la photographie, ça va plutôt être le photographe qui pratique l'image pour accompagner la personne. Et donc en art-thérapie, on a un exercice qu'on peut mélanger avec d'autres. Moi, comment je l'ai pratiqué la dernière fois, c'était avec un miroir. Et donc il fallait se regarder pendant un certain temps. On est toute seule face à notre miroir, on doit se regarder et ensuite on doit essayer d'imaginer des mots obligatoirement bienveillants. On doit se les écrire sur le corps et on finit, si on a envie, par se photographier. Et je pense que ça peut être très très intéressant aussi d'aller chercher le fait d'écrire sur son corps, de marquer à l'endroit où ça se passe en fait. Et de le voir en image. Et moi, j'ai eu aucun problème vu qu'en plus, donc j'étais nue devant mon miroir et au bout de 30 minutes, j'ai eu aucun problème à me dire je vais finir par la faire cette photo vu que ça fait 30 minutes que je m'observe. Alors qu'avant d'y aller, je ne m'étais pas dit que je la ferais. Et le mot que j'ai choisi, au final, ça devient une arme. J'ai fait une petite digression, mais Non, trop intéressant. Ok, alors second mot. Le tissu adipeux. Ah oui, tu l'aimes bien celui-ci. Alors oui, j'utilise beaucoup le terme de tissu adipeux. C'est un peu le nom officiel de ce qu'on appelle le gras dans le langage un peu plus courant. Et c'est vrai que moi, j'ai un attrait pour la biologie, les cellules, les organes. Et ouais, j'aime bien l'appeler comme ça. T'as le tissu musculaire, t'as le tissu osseux, je sais pas, les vaisseaux lymphatiques. Et dans ce même registre, t'as le tissu adipeux. C'est un tissu, voilà, il a une structure tissulaire spécifique. Et j'aime bien l'appeler comme ça. Je trouve que ça le déconnote. Je trouve que le mot gras, gros, ils sont encore mal connotés, même si c'est super important de se les réapproprier. Mais j'aime bien un terme très organique qui vient rappeler, je trouve, le fait que c'est un organe et ça rappelle le côté biologique en fait des choses. Et biologiquement, à quoi il sert alors ce tissu adipeux ? Alors, c'est un tissu de réserve énergétique. Donc, c'est comme si dans tes placards, tu as quelques, je sais pas, des conserves de lentilles ou si tu as 2 boîtes d'œufs en rab, c'est au cas où. Le tissu adipeux, il sert à ça. C'est de la réserve énergétique. Donc, il emmagasine de l'énergie. Donc, le but, c'est vraiment, c'est pas que chez les humains, hein. Il y a beaucoup d'espèces animales qui ont ce tissu-là. Quand tu consommes des aliments, tu vas en extraire de l'énergie pour faire fonctionner tes cellules et tes organes, mais tu peux aussi stocker cette énergie. Surtout si ce que tu consommes, c'est excédentaire par rapport à tes besoins cellulaires et organiques quotidiens. Si c'est excédentaire, c'est-à-dire que tu peux faire fonctionner tous tes organes et en plus, tu peux avoir des réserves. Ce qui fait que s'il y a une période de vie qui suit où tu n'as pas assez de nourriture, tu vas pouvoir utiliser ces réserves-là. Donc, c'est absolument vital chez les êtres humains, mais chez d'autres espèces. On peut citer surtout, par exemple, les espèces qui hibernent, en fait, qui font du stockage énergétique, même s'il y a aussi des process d'économie d'énergie pendant l'hibernation. Heureusement qu'ils utilisent du coup les réserves qu'ils ont faites pendant l'été pour pouvoir survivre pendant l'hiver. Focus Core. Alors, Focus Core, c'est le nom de l'association Loi 1901 que j'ai cofondée l'année dernière avec ma binôme Roxane Turgon. C'est génial, merci de le citer. Je pense que c'est un moment important de ma vie parce qu'avec Roxane, on se connaît depuis 10 ans. Enfin, on travaille ensemble depuis janvier 2017. Donc là, au moment où on tourne en juillet 2026, avec Roxane, on se dit que ça va bientôt faire 10 ans. Donc on est en train de s'organiser un voyage toutes les deux, tu vois, pour célébrer ça. C'était ma boss à la base et du coup, c'est devenu très vite une collègue plus qu'une boss parce que tu sais, t'as un peu le cliché de ta boss qui te donne un peu des missions plus ou moins cadrées, qui vérifie que tu arrives à l'heure le matin et que tu repars à l'heure le soir. Et avec Roxane, ça n'a jamais été ces relations hiérarchiques-là. Ça a toujours été du travail collaboratif et où on se fait confiance. Et on avait avec 3 autres collègues que je salue, Marie, Jeffrey et Bernadette, on avait ce projet de créer quelque chose ensemble comme une asso ou une société. Il y a des années déjà, on était 5. Et puis ça n'a pas marché pour différentes raisons.
Je pense qu'on n'était pas prêts à ce moment-là pour faire ça. Et puis voilà, des années après, je le fais uniquement avec Roxane. Je pense qu'à 2, c'est facilitant par rapport à créer quelque chose à 5 aussi. Tout ça pour dire que ça fait des années que ça mûrit de créer une structure où on n'est pas juste deux freelance à faire nos discussions de temps en temps, mais de créer une structure toutes les deux. Et donc, on a créé Focus Corps, qui est une association qui a pour but de promouvoir l'image corporelle positive, d'une part, et proposer des solutions face aux difficultés diverses que peuvent vivre les gens avec leur propre image corporelle. Et donc, c'est plutôt à destination du grand public ou des professionnels ? Les deux. Les deux. Et je pense qu'on a à cœur de faire les deux. Parce qu'on veut vraiment que ça touche le grand public. On a envie d'être proche des gens. On n'a jamais envie de lâcher, Roxane et moi, la clinique pour juste réfléchir ou faire de la recherche. On a envie d'être au contact des gens qui ont des difficultés, de voir les outils qu'on a créés ou qu'on a imaginé de les proposer et de voir ce que ça donne et de voir les gens cheminer avec ça. Mais aussi, on déplore que l'image corporelle soit mal connue. Même les troubles alimentaires, en vrai, c'est de plus en plus connu. Mais il y a quand même encore des grosses lacunes chez les médecins, diètes, psy, kinés, psychomotes, etc. Et donc, on a envie de donner de la matière à tous ces gens qui sont des soignants, soignantes, pour qu'ils puissent mieux accompagner. Alors, tu as parlé de la clinique. J'aimerais bien que tu précises peut-être la différence entre la clinique et la recherche pour les personnes qui ne connaissent pas du tout votre domaine. Ouais, la clinique, c'est quand tu as en face de toi une personne qui a une problématique et que tu l'accompagnes pour résoudre cette problématique. Donc, souvent en one-one. Ça peut aussi être en groupe, mais la clinique, c'est vrai qu'en France, classiquement, c'est en individuel. La recherche, tu es dans un laboratoire de recherche et tu réfléchis, tu fais des hypothèses, tu construis des protocoles de recherche. Tu peux travailler avec des gens, mais plus sur, par exemple, tu vas leur donner un questionnaire à remplir, leur proposer une intervention, par exemple. Tu peux projeter un film, ensuite faire un débat après le film, puis leur reposer le même questionnaire pour essayer d'évaluer dans quelle mesure l'intervention a changé des choses chez ces personnes-là. Et ensuite, en fonction de tes résultats, tu publies de façon à informer tes pairs et les cliniciens, normalement, de « Ok, on a eu cette idée et voici ce qui peut fonctionner ». Roxane avait écrit un article très intéressant là-dessus sur les difficultés de communication entre les gens qui font de la recherche et les cliniciens. Et elle avait trouvé ce chiffre dans une étude qu'il fallait en moyenne 17 ans pour qu'une donnée qui est issue du monde de la recherche soit connue par une bonne partie des cliniciens sur le terrain. Donc ça, c'est une chose aussi qu'on essaye de faire avec l'asso, c'est d'informer nos collègues, nos pairs, de choses qui sont dans la recherche, mais qu'il faut pouvoir lire. Tu sais, la recherche n'est pas accessible publiquement et gratuitement, donc il faut avoir des accès quelque part ou voilà, trouver un moyen d'obtenir les études. Et puis même quand tu as accès aux études, il faut quand même avoir un bon niveau d'anglais parce qu'un traducteur, ça peut ne pas suffire pour comprendre du jargon spécifique. Et puis, voilà, même quand tu as un bon niveau d'anglais, en fait, les protocoles de recherche ou les façons dont les statistiques sont faites, c'est pas forcément accessible aux personnes qui n'ont pas fait d'études sur ce sujet-là. Donc, on essaye de faire de la vulgarisation scientifique aussi le plus possible. Je le précise, parce que je suis pas sûre que ça a été fait. Roxane est psychologue. Psychologue, elle est docteure en psychologie, effectivement, et donc elle fait des post-doc, ce qu'on appelle, c'est des contrats après le doctorat. Des contrats de recherche, et elle est clinicienne par ailleurs. Elle fait un peu de consultation individuelle et un petit peu de recherche. Et donc dans vos métiers, le moyen de se tenir au courant et la formation continue, on va dire, ça passe par le fait de lire les articles qui sortent régulièrement, c'est ça ? Alors c'est très peu fait. Moi je suis friande de ça et j'essaye de faire ma part pour transmettre. Mais non, la plupart des gens qui se forment s'inscrivent à des formations où d'autres personnes, souvent des pairs, transmettent des informations. Par exemple, si tu es diète, tu peux t'inscrire à une formation, que ce soit un DU ou une formation privée de diététique. Mais c'est assez rare que ce soit basé en partie sur les dernières études sur ce sujet. Et c'est vraiment dommage. Mais notamment, moi, ça fait, je sais plus exactement quand ça remonte, mais où j'ai commencé à intégrer plus de nutrition
dans mon approche. C'est-à-dire, la nutrition, c'est la science qui étudie les interactions entre les nutriments, donc, issus des aliments qu'on mange, et les organes. Qu'est-ce que ça fait quand je mange beaucoup de viande rouge ou en inverse, qu'est-ce que ça fait quand je ne mange plus du tout de viande? Quels peuvent être les retentissements sur les organes? Et ça, c'est trop intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études faites en nutrition. Et à chaque fois que je me penche sur un sujet, j'apprends des choses que je ne savais pas du tout et où j'ai l'impression que les diètes, les médecins sont assez peu informés parce que c'est des études qui datent de 2, 3, 4, 5 ans. Et vu qu'on est peu à lire des études, en fait, on ne le sait pas. Mais surtout, nous, chez les diètes, on a un bac+2 et on n'est pas du tout incité pendant nos études et après dans nos équipes respectives où on peut bosser, que ce soit en hôpital, en resto-co, en libéral, à aller lire les études. Puis quand même, quand on a envie, encore une fois, c'est difficile. Et donc, ouais, j'essaye vraiment de faire ce travail-là parce qu'à chaque fois que je lis des études, je me dis mais cette info, elle est essentielle. Comment se fait-il que personne soit au courant ou j'ai pratiqué plusieurs années sans le savoir et ça apporte vraiment quelque chose à ma pratique. C'est hyper intéressant, j'ai envie de te poser 1000 questions là-dessus. Il y en a une que je vais poser maintenant et peut-être qu'il faudra qu'on redéveloppe plus tard ou peut-être par des ressources que je mettrai en lien de l'épisode, qui est comment on peut être sûr que la personne qu'on va consulter continue à se former. Je pense que moi, ce que je conseillerais, mais je sais que c'est pas facile à mettre en place, c'est de poser la question ouvertement et de faire preuve du plus possible d'affirmation de soi et d'autonomie dans son parcours de soins, en fait. De pouvoir expliquer, voilà, vous m'avez parlé de tel traitement, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi vous estimez que ce traitement serait intéressant chez moi? Je sais qu'il existe d'autres molécules par ailleurs, pourquoi vous pensez que cette molécule, c'est la mieux pour moi? Vous me proposez ce traitement, est-ce que, ça c'est délicat, je m'entends le dire, est-ce que vous pensez être à jour concernant les dernières informations qu'on a sur ce traitement-là? Est-ce que vous pouvez me fournir de la documentation? Si possible, de la documentation scientifique, si on est en capacité de la lire. D'ailleurs, même si on n'est pas en capacité de la lire, je trouve que la réponse de la personne va être intéressante. On dira non, je n'en ai pas. Par exemple, ou je ne sais pas s'il y en a, ça donne une bonne indication. En vrai, c'est un sujet très délicat parce qu'il y a certains corps de métier qui se forment assez peu. Je pense qu'on a une vraie difficulté parce que la formation, c'est un temps où on n'est pas rémunéré, mais on paye nos formations. Et donc, en libéral, moi, je trouve ça très compliqué au vu des charges qu'on a de passer un temps suffisant, soit à se former en payant une formation officielle et en se déplaçant, ou alors à passer du temps. Tu sais que tu banalises dans ton agenda, tu passes du temps où tu es en train de lire dans des livres ou sur Internet des choses qui seront utiles à ta pratique, mais pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de gagner de l'argent. Et ça, je pense que c'est une vraie difficulté pour moi, tous mes collègues, de se former assez. Parce qu'on n'est pas rentable quand on se forme assez. Toujours la même question. Toujours la même réponse. À la fin du podcast, j'avais prévu de faire un petit point que sur ton site, tu donnes des ressources. Et donc, si on n'ose pas poser des questions directement aux personnes, on peut peut-être essayer de se référencer à des personnes, des soignantes ou des associations qui ont créé des annuaires de soignants, soignantes, qui tiennent au courant en tout cas de ces sujets. Et notamment toi, Zoé, tu en as un sur ton site. Tu as mis en place un annuaire, tu peux nous en parler rapidement? Oui, c'est un annuaire où j'ai ajouté les noms de collègues, psy, diète, médecins, etc., sages-femmes, kinés, que j'ai suffisamment côtoyé d'une façon ou d'une autre pour me dire, je pense que cette personne, elle est compétente et elle a une éthique où il y a un engagement dans la qualité du soin qui est important, il y a une remise en question des pratiques. Et du coup, je pense que moi-même, si j'avais besoin de consulter, je pourrais y aller. Sur cet annuaire, il y a aussi des personnes que je connais peu ou pas du tout, mais qui m'ont été conseillées par certaines de mes patientes en me disant vraiment, il faut y aller les yeux fermés. Donc, je me suis permis de mettre aussi ces personnes-là. Après, effectivement, il y a d'autres annuaires. Il y a celui de Gras Politique. Il y a l'annuaire Ginenco aussi que j'aime bien utiliser. J'imagine qu'il y en a d'autres, mais oui, ça peut être le bouche à oreille aussi. Par exemple, quand tu as une kiné que tu trouves bien, de lui demander si elle a
voilà, un médecin du sommeil ou un ophtalmo à te conseiller parce qu'a priori, elle va te conseiller quelqu'un qui a quand même plutôt les mêmes valeurs professionnelles qu'elle. Et puis, vraiment faire confiance à son ressenti aussi. Parce que c'est important, des fois, on est accueilli par des soignants et en fait, on ne le sent pas. Ou on sent que la personne n'était pas disponible et qu'elle nous a accueillis, mais qu'elle pensait à autre chose et que du coup, la qualité de l'accompagnement va pas être incroyable. Et même si c'est une personne qui est sur un annuaire super crédible, entre guillemets, voilà, je pense qu'il faut vraiment s'écouter. On gardera ça, on s'écoute et on laisse pas passer l'autorité médicale au-delà de notre ressenti. Ouais. Et pour ajouter un petit annuaire que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est l'annuaire des psys situés, qu'on trouve sur leur site. Donc c'est un collectif de psys qui a aussi développé toute une technique de travail. Et donc c'est les psys situés. Si j'y pense, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Donc le suivant, ce sera le Body Project. Alors le Body Project, je vais essayer de faire court parce qu'il y a un site complètement dédié à ce sujet-là. C'est une intervention, un programme de 4 séances d'1 heure qui a été conçu aux USA pour les jeunes dans une intention de prévention des troubles alimentaires, c'est-à-dire dans une intention que les troubles ne se développent pas. C'est un programme qu'on développe justement avec Roxane depuis bientôt 10 ans. On essaye de le déployer le plus possible dans les lycées, dans les écoles de l'enseignement supérieur, les établissements de l'enseignement supérieur. Notre but étant qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui en bénéficient. Et du coup, dans quelques années, l'objectif ambitieux que le nombre de personnes, surtout jeunes, touchées par les troubles alimentaires arrête d'augmenter. Parce qu'il est en constante augmentation. Et il a subi notamment une grosse augmentation au moment de la pandémie. Et donc, on aimerait bien, en fait, au lieu de ne faire que du traitement, d'accueillir des gens qui ont déjà développé un trouble alimentaire, on aimerait bien donner aux jeunes des compétences plus importantes pour leur éviter de développer des troubles alimentaires. Voilà. Donc là, il reste un dernier mot, qui est le Body Day. Alors, le Body Day, c'est un événement qu'on a commencé il y a des années, justement avec Roxane, mais aussi avec d'autres collègues, dont ceux que je citais précédemment. Ça se veut être une journée grand public où il y a une série d'ateliers et ou de conférences et ou de stands qui sont proposés gratuitement sur le thème de l'image corporelle. Donc le but, c'est que les gens viennent et puissent bénéficier d'ateliers, de discussions pour découvrir des outils, des pratiques qui pourraient les aider à se sentir mieux dans leur corps sur le sujet de l'image. Et le dernier a eu lieu à Lyon le 25 avril 2026. Tu étais présente. Et on est en train de réfléchir à ce qu'on fait l'année prochaine, mais l'idée, ce serait qu'on en fasse un par an. Effectivement, ce serait trop chouette qu'il y en ait un par an ou plusieurs par an dans plusieurs villes de France. Pour l'instant, à chaque fois qu'on le fait, il y a une ville parce que voilà, on reste une petite asso avec des moyens humains qui sont limités. Mais c'est vrai que si on pouvait imaginer qu'il y ait un jour officiel, par exemple le 3e week-end d'avril, où tous les ans il y a le Body Day à Rennes, à Paris, à Bordeaux, à Lyon, etc., ce serait vraiment trop chouette. Mais peut-être pour plus tard. Si jamais dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes intéressées, vous pouvez toujours aller sur le site de l'asso Focus Corps et proposer. Les troubles des conduites alimentaires concernent près d'1 million de personnes en France. Plus de la moitié d'entre elles ne sont pas dépistées et n'accèdent pas encore aux soins. Je pense que pour beaucoup d'entre elles, le dépistage n'est même pas envisageable car elles n'ont pas conscience de ce qu'est un trouble et que c'est un trouble qu'elles vivent. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un TCA ? Comment prendre soin de nous si on est atteint de cette pathologie ? Alors, les troubles des conduites alimentaires, c'est un ensemble de ce qu'on appelle pathologies qui concernent la relation à l'alimentation et la façon de s'alimenter sur un spectre où il peut y avoir plus ou moins de restrictions alimentaires, c'est-à-dire volontairement enlever certains aliments, groupes d'aliments ou les diminuer, ou certains repas, par exemple, sauter certains repas. Il peut y avoir d'autres symptômes, comme ce qu'on peut appeler les symptômes compensatoires, c'est vouloir volontairement compenser un apport énergétique avec une dépense ou une sortie énergétique. Par exemple, le vomissement, par exemple, aller faire du sport,
sans avoir envie, mais dans le but de dépenser des calories, ou par exemple aller marcher. Pareil, on n'a pas envie, mais juste aller marcher parce qu'il y a un objectif de dépense énergétique par jour sur 24 heures et que pour l'instant, aujourd'hui, il n'est pas atteint. Voilà, c'est un ensemble de comportements que vont adopter certaines personnes et qui vont avoir des conséquences négatives dans leur vie. C'est pour ça qu'on parle de pathologie, c'est sous-entendu. En fait, il y aurait un bien-être plus important si ces comportements n'étaient pas là ou s'ils étaient moins présents. Et du coup, c'est un motif de consultation. C'est-à-dire que les gens, à un moment donné, se disent « Tiens, là, il y a ça qui est compliqué, qui me nuit et je n'arrive pas à le changer seul et donc je vais me faire aider. » Diète, psy, c'est des métiers très, très fréquemment, qu'on consulte très fréquemment en cas de troubles alimentaires. Je vais me faire aider parce que voilà, toute seule, j'y arrive pas. Est-ce qu'on peut pas considérer que l'entièreté de la population est atteinte par ces troubles? Non, je vois ce que tu veux dire, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui n'en ont pas. Même si c'est vrai que chez les gens relativement jeunes, et notamment chez les femmes, tu vois, entre 15 et 35, 40 ans, c'est vrai que dès que tu ouvres un petit peu le sujet, tu te rends compte qu'il y a quand même souvent, à minima, des crispations, de la culpabilité, des gens qui vont te dire « Ah ben non, moi je mange pas de glace cet été » ou « Oh là là, cet été, je vais encore prendre du poids avec des glaces ». Tu vas avoir ce type de discours sur l'alimentation qui est pas neutre et qui est empreint de contrôle, de stress, de culpabilité, de préoccupation, de mentalisation. Mais il y a quand même, tu vois, dans la population, plein de gens qui sont trop jeunes pour être dans ces problématiques-là. Ce sont encore des enfants ou des ados qui ont un rapport à l'alimentation encore assez naïf et c'est super chouette. Et d'ailleurs, observer les enfants se nourrir, c'est une source d'inspiration intéressante pour beaucoup d'adultes. Et puis, tu as aussi des gens plus âgés qui sont nés à un moment où il y avait moins de pression, notamment sur l'apparence, pour contrôler son corps, pour être plus beau ou plus belle. Et donc, tu as aussi tout un pan de la population, surtout les hommes, qui sont pas du tout concernés par ça et qui, du coup, même ont du mal à comprendre pourquoi certaines personnes se prennent la tête avec l'alimentation ou font de la muscu, par exemple, ou essayent d'avoir le ventre plat. Donc non, toute la population n'est pas concernée, mais comme je disais, de plus en plus de gens, et notamment de plus en plus de jeunes. Donc c'est vrai que c'est vraiment préoccupant. Quel conseil tu donnerais à une personne qui nous écoute et qui s'est reconnue dans ce que tu viens de décrire? Si c'est possible d'avoir un accompagnement, je pense que ça peut être vraiment très très aidant. Et sur ce sujet-là spécifiquement. Et sinon, des lectures, des comptes sur Insta, YouTube ou autres qui parlent de ces sujets-là. Et aussi, s'il y a au moins une personne dans l'entourage proche, amis, famille ou autre, qui est une personne de confiance et qui n'est pas une personne qui, a priori, va être jugeante ou faire preuve d'incompréhension, je pense que c'est important de se challenger à en parler si c'est un sujet tabou. Parce que voilà, le fait de rester dans le silence, ça n'aide vraiment pas à en sortir et d'avoir un regard externe, de juste déjà se sentir écouté, généralement ça aide. On va rentrer dans le cœur du sujet qui nous anime et nous intéresse pour ce podcast. On va tourner un petit peu autour de l'autoportrait, comme le thème de cette semaine, c'est moi, ici et maintenant. Et je voudrais commencer par une première question, d'un point de vue personnel. Quel est ton rapport au selfie ? Je pense que aujourd'hui, mon rapport au selfie, il est serein, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Je pense que comme beaucoup de gens, au début, j'ai pratiqué le selfie quand j'étais ado, plus dans une démarche égocentrique, mais au sens assez neutre du terme. C'est pas jugeant, c'est dans le sens se mettre au centre, mettre son image au centre d'un sujet. C'est-à-dire, je prends une photo de moi parce que j'ai volontairement envie d'être photographiée et éventuellement d'envoyer cette photo ou de la partager sur un réseau social, par exemple.
Je veux être sur la photo, je veux que les autres voient que je suis sur la photo. Euh, et je pense, vu qu'à ce moment-là, en tout cas moi quand j'étais ado, j'avais un rapport au corps, un rapport à mon image en tout cas, qui était pas facile. Je pense que j'ai pas de souvenir très précis, mais si je me souviens bien, quand je me photographiais, j'en prenais plusieurs et je sélectionnais que la photo qui me plaisait et je l'envoyais ou je la publiais que si elle me plaisait. Donc il y avait un objectif esthétique qui est subjectif. Là aussi, il fallait que ça me plaise à moi parce que je présupposais que du coup, ça allait dire de moi que je suis jolie. Et si ça répondait à ce critère-là, alors je pouvais la partager. Là où aujourd'hui, je prends beaucoup moins de selfies et où quand j'en prends, ça va plutôt être... Alors je me suis rendu compte avec ton carré de vacances que je prenais encore des selfies pour les montrer à d'autres. C'était très rare et d'ailleurs c'est un truc que je voudrais développer, de prendre un selfie juste pour moi, pour le garder dans ma pellicule comme un souvenir de ce que je faisais à ce moment-là, par exemple. Euh, Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'arrive plus à... En fait, quand je prends un selfie, ça m'arrive très souvent que la première prise, j'en fasse ce que je voulais faire à la base. Par exemple, si je suis en train de boire un café dans une tasse que mes amis m'ont offerte et du coup, ça me fait penser à eux, tu vois, je prends un selfie en souriant avec ma tasse et je le renvoie sur notre groupe en mode hey, coucou les gars, j'ai votre tasse et ça me fait plaisir. Tu vois, c'est ce que veut dire la photo. Et... ou si c'est sur un... C'est vrai que tu vois, j'ai plusieurs comptes Insta et c'est vrai que ça m'arrive pas, je le réalise en le disant, de me prendre que moi, pas avec des amis ou des gens que j'aime et de la publier. Là où peut-être je l'ai fait avant. Ou même je me rappelle l'époque des skyblogs. Quand j'étais au collège, je crois qu'il y avait plusieurs photos de moi seule. Et un truc, c'est vrai, qui me viendrait pas du tout à l'esprit aujourd'hui, tu vois, je le conscientise en te le disant, ça me vient même pas à l'esprit, je vois pas trop quel intérêt ça aurait de me prendre en photo seule et de la publier. Mais avec mes amis, ouais, je crois que ce que la photo veut dire, c'est hey, regardez, je suis avec mes potes et je les aime trop et j'ai pris une photo récemment devant un coucher de soleil trop beau avec 3 de mes potes, donc on a une photo qui est en prise selfie où on est 4 et le coucher de soleil derrière est trop beau. Je pense surtout dire on était là devant ce trop beau coucher de soleil et c'était cool. Et après, ouais, effectivement, la publication, ça questionne pourquoi je veux que des gens voient ce que je suis en train de faire avec une preuve par l'image. Et en fait, ce que ton cahier de vacances m'a aidé à conscientiser, c'est que j'ai plus envie de prendre des photos juste pour les garder pour moi. Un archivage. Parfois, je me suis rendu compte, encore une fois grâce à tes propositions, que je prenais une photo en disant « Ah, je vais l'envoyer à un tel ou une telle ». Et en fait, j'oublie. Mais du coup, cette photo, elle est dans ma pellicule et je suis grave contente de l'avoir. Mais je ne l'aurais pas prise si je n'avais pas eu l'intention de l'envoyer. Mais ça fait quand même un archivage de souvenirs et j'aime beaucoup ça. Donc c'est comme si documenter était uniquement là pour partager à l'autre et pas pour tes propres souvenirs à toi. En tout cas, sur le selfie, ça m'arrive pas. Mais je prends quand même beaucoup de photos avec mon téléphone quand je vois un truc beau ou quand il y a un moment qui me touche particulièrement et que j'ai envie de m'en souvenir. J'ai vraiment la capture photographique facile. Mais pas de moi. Et on en reparlera peut-être, mais notamment, j'ai beaucoup aimé la proposition « Je suis un paysage » parce que ça m'était jamais arrivé avant l'année dernière quand j'ai fait ton cahier de vacances de me dire en fait, il y a ce paysage et je veux en faire partie, donc je pose mon téléphone ou je trouve un système, trépied ou quoi pour le poser et je prends la photo avec moi dans le paysage. Et je prenais le paysage. Et du coup, ça c'est vraiment chouette aussi pour dire j'étais là en fait. Parce que je prends beaucoup mes proches en photo par exemple. Quand ils font quelque chose, j'ai envie de m'en souvenir ou que je trouve le moment beau, je les photographie. Mais je me dis pas que je vais faire ça avec moi. Alors qu'il y a plein de moments où je suis seule avec moi-même et je trouve que ce que je suis en train de vivre est intéressant. Donc là, j'aimerais mettre mon focus là-dessus, de faire plus de selfies dans ce but-là. Je voulais revenir sur un petit point et peut-être démystifier un petit peu cette question de faire plusieurs photos pour avoir la bonne. Et où effectivement, peut-être qu'on se dit j'ai besoin de faire 50 photos pour en avoir une bonne, c'est vraiment que je suis très très moche. Alors qu'en fait, en tant que photographe, on a exactement la même démarche. Ouais. Et encore plus avec l'arrivée du numérique il y a une quinzaine, vingtaine d'années maintenant.
Ou même sur les premières années du numérique, on avait des petites cartes mémoire, donc on faisait encore un petit peu attention à ce qu'on déclenchait, on réfléchissait beaucoup plus. Et moi, aujourd'hui, ma technique photo, et je pense qu'en parlant avec beaucoup de mes pairs, c'est pas tout le monde, mais pas mal de personnes pratiquent comme ça. En fait, on shoot beaucoup. Et ça permet d'avoir une sélection à tête reposée, en fait. C'est pour être sûr que l'expression est correcte, qu'on n'a pas les yeux fermés, que tout ça. Et donc, en général, sur une pose, moi, je vais avoir 2 ou 3 photos en ayant toujours un petit décalage en haut, en bas, à gauche, à droite, au niveau des axes, au niveau des angles, même au niveau de la lumière, mais pour pouvoir avoir le choix après, en post-production. Donc, c'est une première chose. Et voilà, c'est ce qu'on nous apprend à l'école de photo, où en fait, on sélectionne, et si on fait un événement, on a 500 photos, on va sortir de l'événement avec 500 photos, et on va faire un entonnoir pour essayer de garder, en général, ce qu'on garde, c'est 5% de ce qu'on a appris. Donc, sur les 500 photos, ça ferait 5 photos. Non, ça, c'est 10. Ça ferait 2,5. Je sais pas compter, je suis photographe. Mais l'idée, en tout cas, c'est de garder très peu. Et c'est ce que tu as fait quand tu étais jeune avec tes selfies. Et c'est ce que beaucoup de monde fait en étant photographe et aussi en n'étant pas photographe. J'avais envie de démystifier un petit peu ce truc-là. Et que vous ne projetiez pas sur vous-même le fait d'avoir eu besoin de faire beaucoup de photos pour avoir la bonne. En fait, ce que ça m'évoque, c'est que je me suis rendu compte là au fil des années, et je trouve que le travail que tu me proposes avec ce cahier de vacances, ça me le confirme, parce que je continue d'analyser. En fait, moi, je fais 2 types de photos. Je fais des photos pour me souvenir du moment, ou pour capturer le moment. Je ne sais pas s'il y a un autre mot. Là, du coup, la fonction de la photo n'est pas d'être belle. Et il y a un autre type de photo où je fais ça pour la beauté. Mais je me suis rendu compte, parce que je me suis demandé qu'est-ce qui fait qu'il y a quelque chose. Vu que je le trouve beau, j'ai envie de le photographier, parce que ça va pas forcément être la même chose que ce que quelqu'un d'autre trouve beau. Et moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup les couleurs et les contrastes de couleurs. Donc, par exemple, j'ai plein de photos dans ma pellicule, juste d'un arbre vu du dessous avec un ciel bleu. Parce que je sais pas pourquoi, mais le contraste bleu-vert, je trouve ça vraiment très beau. Et ça m'arrive super souvent de me dire « Oh, c'est trop beau !» Et du coup, je prends mon téléphone pour prendre ça en photo. Et c'est juste le contraste des couleurs que je trouve beau. Ou des fois, quand je regarde des photos de photographes, je trouve que des photos sont belles et je me dis putain, mais je me serais jamais dit qu'en photographiant ça, ça pouvait donner une belle photo. Parce que j'avais pas vu le beau dans une scène en particulier, mais je trouve que la photo est belle. Mais je me serais jamais dit, si j'avais été là, je vais prendre ça en photo. Parce que ça m'avait pas semblé beau avec mes yeux à moi. Du coup, maintenant, j'essaie vraiment de me dire, en fait, pourquoi je fais cette photo. Si je veux faire une photo belle, je vais prendre le temps, effectivement. Par exemple, là, je vois un contraste. Je photographie beaucoup des arts de rue aussi, que ce soit des collages, des graphes et tout. Donc, par exemple, j'en voyais un récemment, une gouttière grise. Il y avait 2 murs, donc du côté gauche, le mur était rose, et de l'autre côté, il était blanc. Le contraste, et il y avait des stickers que j'aimais bien sur la gouttière. Et du coup, je veux vraiment que le rose ressorte rose comme moi je le vois, parce que sinon, il n'y a pas ce contraste et ça rend la photo moins belle. Donc sur ce type de photo, vu qu'il y a un but esthétique, je vais prendre le temps de la refaire plusieurs fois. Mais par contre, j'ai pas mal travaillé à l'inverse quand, par exemple, je reprends l'exemple de j'envoie une photo de moi avec ma tasse à mes potes. Celle-ci, j'ai envie de continuer à pas mettre beaucoup d'importance à l'esthétique, parce qu'en fait, ce que je veux avec cette photo, c'est vraiment dire à mes potes coucou, j'utilise votre tasse et que ça me fait plaisir que vous me l'ayez offert parce que je souris sur la photo, tu vois. Avant, ça aurait pu être compliqué de me prendre en photo et de dire « Ah merde, je suis moche, je la reprends. » Et aujourd'hui, je suis vraiment contente En fait, je la prends, et même si je suis sous un angle où, si j'analyse, je fais pas l'angle où je vais me trouver la plus jolie, mais je suis contente de me dire je m'en fous. Ou alors, des fois, je me dis rien, tu sais, en fait, je prends la photo et je l'envoie. Et je trouve ça vraiment intéressant de faire ça. Et du coup, le peu de fois où je me surprends, c'est toujours c'est intéressant. Les photos que j'envoie à ma conjointe, là, pour moi, il y a une importance à être belle, alors qu'avec mes potes ou des collègues ou quoi, je m'en fous. Mais vu que c'est ma conjointe, des fois, c'est important d'être belle. Et donc, si je veux lui envoyer une photo à elle, ça peut m'arriver de prendre la photo et de dire « Non, j'aime pas. J'aime pas comment j'apparais, donc je la refais. » Et j'aime bien me dire « Attends, Zoé, tu vas la refaire combien de fois ? Pourquoi c'est si important là d'envoyer une photo où tu te trouves belle ?» J'essaye de continuer à déconstruire ça. D'un point de vue professionnel, qu'est-ce que tu penses du selfie ? Je pense, surtout qu'on a travaillé dessus, toi et moi. Je pense que c'est important d'en faire un sujet. Je pense que c'est important de pas juste dire « Oh, le selfie,
c'est pas un sujet, on laisse les gens faire ce qu'ils veulent avec leurs selfies, ou c'est pas bien, il faut arrêter de faire des selfies. Je trouve que c'est intéressant maintenant, et je le fais grâce au travail que j'ai fait avec toi, de demander aux gens, est-ce que vous faites des selfies? Comment vous les faites? Comment ça se passe? Et de ce que moi je viens de te décrire, qui est mon expérience personnelle, de pouvoir développer et analyser sa propre pratique du selfie. Et finalement, dans quelle mesure c'est utile, dans quelle mesure c'est nuisible, et du coup, est-ce qu'on travaille pas un peu autour de ça avec des exercices spécifiques pour qu'on est en train de créer encore, on en a créé quelques-uns, mais il y a encore du boulot, pour proposer une façon de pratiquer le selfie qui va être autre pour qu'elle soit bénéfique ou la moins nuisible possible en tout cas. Beaucoup de gens détestent leurs photos. Pourquoi tu penses qu'on est si dur avec nous-mêmes? Moi, je trouve qu'on est dur avec nous-mêmes de façon générale sur ce qu'on fait. Je trouve qu'on est très exigeant. Peut-être que c'est normal d'être plus dur envers soi qu'envers les autres. Mais en tout cas, c'est démesuré, je trouve. La plupart des gens, quand tu les écoutes se parler à eux-mêmes, et je trouve qu'il y a un vrai intérêt à ce que tout le monde, là, on apprenne à être plus compatissant envers soi, plus bienveillant envers soi. Et là, je trouve qu'on est dans une société où les standards de beauté sont surreprésentés, et globalement, on va être très exigeant aussi envers son image. Vraiment très, très, très exigeant sur la question de l'apparence. Après, du coup, ça va un petit peu peut-être avec ce que j'avais dit plus tôt, c'est que, en tout cas, moi, pour ma part, avant, j'investissais trop la photo comme quelque chose qui est là pour prouver la beauté, alors que quand on utilise un peu plus la photo pour son caractère représentatif ou pour archiver des souvenirs, je trouve que ça permet déjà d'orienter l'objectif de la photographie ailleurs. Et je trouve que ça, c'est important. Après, il y a d'autres choses que je sais moins expliquer, mais je pense que toi, tu l'expliques mieux. Enfin, de ce que j'ai compris avec notre travail, en fait, ce qu'on voit en photo, c'est pas pareil que ce qu'on voit dans le miroir. Et du coup, je pense qu'on a l'habitude de se regarder dans le miroir. Et quand on prend une photo de nous, il y a quand même souvent un effet de surprise qui est « Ah, mais je ressemble à ça ». Et souvent, c'est une surprise déceptive. Et donc, je pense qu'on est très dur envers les photos qu'on voit, et pour beaucoup de gens, plus qu'avec le miroir. Oui, donc pour répondre à ce petit point-là, effectivement, il y a énormément de raisons techniques qui font qu'on va pas se trouver beau en photo, ou qu'on va se trouver bizarre, ou qu'on va pas se reconnaître. Mais le premier point, et qui est très très important de conscientiser, c'est la question du miroir, où depuis qu'on se regarde depuis tout petit, on se regarde en inversé. On connaît notre image inversée. Et donc c'est l'image que personne ne voit de nous, sauf s'il nous regarde à travers le miroir. Et d'ailleurs, je vous conseille de faire cet exercice, c'est vraiment rigolo, de regarder ses proches à travers le miroir et de voir à quel point on les voit différemment. Mais ça a surtout marqué avec mes animaux, où une tache blanche, on a vraiment l'habitude de la voir dans un sens, et puis on la voit dans l'autre sens, c'est vraiment particulier. On a l'impression que c'est plus du tout le même animal. Il y a un autre truc, c'est que j'oubliais, mais c'est important de le nommer. En fait, quand on a des complexes, c'est-à-dire des zones de nous où déjà on sait qu'on ne les aime pas, on a souvent des idées du style j'aime pas la forme de mes sourcils, ou je me trouve trop grosse. Quand on se prend en photo, qu'on est pris en photo, on va tout de suite regarder ça. Donc je pense qu'on regarde nos photos à travers un biais, un prisme qu'on a déjà, et que ça ne fait que confirmer. En fait, c'est ça, on est déjà convaincu. Et on va regarder la photo juste en se disant « Ah bah ouais, ça confirme, mes sourcils sont moches ». Mais qu'on se laisse pas beaucoup avec soi-même l'ouverture d'esprit de dire « Tiens, et si j'essayais de les regarder autrement, ou pourquoi je les trouve moches? Est-ce que des sourcils qui ont sensiblement la même forme et la même couleur, chez une autre personne, je les trouve aussi moches ?» Et voilà, je trouve qu'on n'est pas beaucoup amené à faire un pas de côté et à mettre ça au travail. Et donc là, ça va être la réponse de la photographe. Il y a aussi l'avant-photo, où si on trouve que nos sourcils sont moches, on va tenter de modifier la position de ses sourcils. On va certainement d'avoir déjà essayé, si on a fait un peu vu chez lui, d'aller vers la position qui nous semble, la position de sourcil qui nous semble la plus jolie. Et donc en fait, on modifie complètement les traits de notre visage. Il y a eu cette époque-là, je pense que c'est terminé, j'ai plus trop revu ça, mais une époque où pour affiner le nez, les personnes, elles tiraient le bas de leurs lèvres. Donc il faudrait que je vous mette un exemple accessible, je vous mettrai ça dans le Discord. Donc les personnes tiraient le bas de leurs lèvres
en élargit les narines, ça affine la traite du nez, non, c'est pas, la ligne du nez, en face, en tout cas. Donc il y a toute une époque, l'époque des duckface aussi, je sais pas si ça parlera à tout le monde. Une époque où nous, les filles, on se mettait la bouche en cul de poule parce qu'en fait, ça faisait rebondir les joues. Mais je pense qu'il y a personne qui avait conscientisé ça vraiment. Concrètement, ce que ça faisait, c'est qu'on avait des visages bien rebondis, on avait des joues toutes rondes. Ça me fait penser à l'époque, on tire la langue aussi sur les photos, où en fait, ça allonge le bas du visage et je pense que ça marque plus les pommettes, qui est quelque chose qui est vraiment tout le temps représenté chez les mannequins quand même, les pommettes définies avec les joues un peu creusées ou marquées. À prendre en compte, effectivement, dans la photo, on va aller regarder ça, mais on va modifier ça consciemment ou inconsciemment. La plupart du temps, c'est inconsciemment, au moment où on est pris en photo. Alors, à l'opposé de cette question, est-ce qu'aimer se prendre en photo, c'est forcément une preuve qu'on s'aime ? Non, je pense pas parce que, en tout cas, moi, j'ai pratiqué, comme je disais, de m'être prise en photo beaucoup à des moments où je m'aimais pas du tout. Et puis, je le vois avec d'autres personnes. C'est pas que mon expérience personnelle. Donc, oui, je suis assez convaincue qu'il y a des gens, on pourrait croire que ces personnes s'aiment parce qu'elles se prennent beaucoup en photo et qu'elles se peut-être publient beaucoup. Mais ça peut être une tentative qui fonctionne ou qui échoue. Souvent, on parle de renarcissisation. L'utilisation du terme peut être questionnée par rapport au sens qu'on met au mot narcissisation, etc., le mythe de Narcisse. Mais en tout cas, dans l'idée, ce qu'on veut dire par là, c'est que la personne, par ce geste-là, essaye de revaloriser l'image qu'elle a d'elle-même. Donc peut-être que ça cache effectivement une personne qui n'a pas confiance en elle ou qui se trouve vraiment pas belle du tout. Et pourtant, elle se prend en photo. D'ailleurs, c'est quand même assez fréquent, même si je veux jamais faire de généralité et je trouve que tout dépend de la personne et du contexte, mais les personnes qui publient quand même beaucoup de photos d'elles, assez souvent, ça veut pas dire que la personne s'aime, mais c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que la personne cherche plutôt la validation par les likes notamment, ou par les commentaires « Ah, t'es trop belle ». Et du coup, elle a créé une relation à son corps qui devient assez dépendante de la validation fréquente des autres. C'est pas toujours bon signe. Il y a une question qui me vient, c'est un peu comme celle de tout à l'heure. Est-ce que ça peut arriver qu'on s'aime en photo ? Bah ouais. En tout cas, moi, ça m'arrive. Tu veux dire qu'on se voit en photo et on se dit « Ah putain, je me kiffe ». Mais en fait, ma question était mal posée. Mais l'idée, c'est il y a des gens qui se prennent pas du tout en photo parce qu'ils s'aiment pas. Ouais. Et il y a des gens qui se prennent beaucoup en photo parce qu'ils s'aiment pas. Ouais. Des gens qui se prennent pas en photo et qui s'aiment pas, ou des gens qui se prennent pas en photo et qui s'aiment. Oui, je pense qu'en fait, tout est possible. Je pense que vraiment, tout est possible. Mais peut-être, tu vois, la réponse, elle est aussi dans la modération. Parce qu'en fait, une personne qui se prend jamais en photo ou une personne qui se prend tout le temps en photo, c'est peut-être que ça cache qu'il y a un souhait d'éviter ou de beaucoup se revaloriser comme ça. Mais il y a des exceptions. Par exemple, tu vois, là, je reviens de plusieurs jours de vacances avec mon père. Il a vraiment pas le réflexe photo. Et c'est intéressant parce que voilà, il se prend jamais en photo. Quand je le prends en photo, il me demande jamais s'il peut voir les photos ou s'il peut les avoir. Jamais, jamais, jamais. Je pense qu'ils s'en foutent, mais royalement. Mais c'est vrai que mon père, c'est pas quelqu'un qui a une image corporelle dégradée. Je trouve que son image, c'est pas trop un sujet, en fait. Donc c'est pour contrebalancer. Parce que c'est une personne qui se prend jamais en photo, mais c'est pas de l'évitement. C'est que c'est vraiment pas un média qu'il investit du tout, quoi. Alors dans ce cahier, je propose de faire un selfie d'un jour de flemme, donc un selfie sans poser. Même si tu as déjà quand même bien évoqué le sujet, donc je pense qu'on pourra passer assez vite la question, mais quel peut être l'impact de faire régulièrement des autoportraits sans se mettre en scène ? De se détacher, je pense, du truc « je me prends en selfie, donc je dois être jolie, je dois me trouver jolie sur le selfie ». En tout cas, dans mon vécu, ça va être ça. Alors, j'essaie d'imaginer si ça peut apporter autre chose, mais je crois que c'est surtout ça, le détachement de l'objectif esthétique du selfie. Juste, en tout cas, là, la proposition, c'était photographier un jour de flemme. Je crois que tu étais assez souple sur le fait que ça peut être un selfie, ça peut être autre chose. Moi, j'avais fait les deux, une photo de moi, un selfie et une photo de quelque chose chez moi qui représentait
la flemme, et j'ai trouvé ça assez cool. Mais en fait, ma photo doit représenter ma flemme à moi, en ce moment. Comment j'apparais sur la photo, c'est pas trop le sujet. Que je me trouve jolie ou pas, c'est pas le sujet, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très cool. C'est hyper intéressant de proposer des thèmes et de voir ce que les gens en font. Ah ouais. Parce que pour moi, c'est toujours assez clair de ce que je propose. Et j'ai l'impression que ça renvoie qu'une seule direction possible. Et pour moi, le selfie d'un jour de flemme, c'est s'obliger à se prendre en photo un jour où on s'apprête pas. Je le visualise comme ça. Même si volontairement, dans le cahier de vacances, j'essaye d'avoir des explications et des textes qui sont assez larges pour que justement les personnes puissent se les approprier. Mais je trouve ça vraiment fascinant, la manière dont les gens peuvent s'approprier des thèmes auxquels j'avais absolument pas pensé que ça pourrait être ça aussi. Ouais, c'est hyper riche parce que par exemple, dans ton cahier de vacances, à chaque fois, moi, que je lisais le thème et voilà la description, j'avais déjà les choses qui me venaient en tête et souvent, j'étais étonnée des exemples que tu montrais. Je me disais, ah ouais, carrément, ça pourrait aussi être ça, j'y avais pas pensé. Et je pense que ça va être très riche sur le Discord de voir les échanges avec les gens ou de voir ce qu'ont fait les autres personnes. En fait, pour une même proposition, une même consigne, entre guillemets, les créations vont être hyper diverses et variées et ça va vraiment, moi, souvent, ça me fait dire « Ah, j'ai pas du tout pensé. Bonne idée, mais moi, j'ai fait autre chose. » Trop intéressant. Ça, c'est une des choses que je préférais quand je donnais cours pour des étudiants post-bac en formation audiovisuelle, où une fois que tu leur as appris un peu de technique, tu leur donnes des thèmes et effectivement, tu peux ressortir le même thème chaque année. Tu auras toujours des choses différentes. Et si je peux ajouter quelque chose que moi j'aime beaucoup parce qu'on n'est pas que dans la photo, c'est vraiment ce que tu appelles photothérapie. En fait, ton cahier de vacances, il me permet de réfléchir à des choses auxquelles j'avais pas réfléchi ou d'y réfléchir avec un autre angle totalement. Tu vois, là, de savoir que dans la semaine, il y avait 3 photos à faire, ou en tout cas 3 types de photos, même si je pouvais en faire plusieurs par thème, mais de me dire, ok, je vais devoir, dans la semaine, prendre une photo jour de flemme. Et en fait, tu vois, je me suis posé la question, mais moi, quand j'ai la flemme, je fais quoi de différent? Ou ça s'exprime comment? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre en photo? Et rien que ça m'a mise en mouvement. Donc, je l'avais fait l'année dernière et il y a certaines de tes propositions qui étaient les mêmes. Et c'est intéressant que le jour de flemme, il y était déjà l'année dernière. Et ça n'a pas donné la même chose pour moi. Et cette année, je me suis posé la question comme ça. Et c'est vrai que tu parlais de s'apprêter. L'année dernière, c'est vrai que c'était une photo où j'étais pas apprêtée. Parce que la flemme s'était exprimée par le fait, le matin, de faire aucune modification de mon apparence, que ce soit la coiffure, le maquillage ou les vêtements. J'étais pas en pyjama, mais presque. Et là, ça n'a pas pris cette forme. Cette année, j'ai pris une photo de moi en train de faire un puzzle parce que ma flemme, en ce moment, elle s'exprime comme ça. En ce moment, ma flemme, c'est une flemme de travailler. Et du coup, j'ai envie de faire des activités qui sont pas du travail. Je me suis pris en photo en train de faire un puzzle. Mais il se trouve que c'est un jour, tu vois, je me suis posé la question et j'ai regardé en t'écoutant. Je crois que c'est un jour où je suis maquillée, je vois sur la photo. J'ai mes boucles d'oreilles. Donc, tu vois, c'est un jour où la flemme s'est pas exprimée par je me lève et mon apparence, j'y touche pas. On va sortir encore un tout petit peu du cahier, puis on va revenir à ces thématiques. Donc toi, tu es présente sur les réseaux sociaux et tu t'affiches physiquement. Quelle direction visuelle tu as décidé de prendre un petit peu? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Et est-ce que donc tu as dû sortir de ta zone de confort pour commencer à partager publiquement sur les réseaux sociaux? Je crois pas avoir le souvenir que quand j'ai commencé, je voulais pas m'afficher. Mais en fait, je crois que ça m'était pas venu à l'esprit. Je me souviens de mes premiers posts. C'était des posts explicatifs. Par exemple, j'expliquais les sensations de faim, la satiété, la régulation des besoins énergétiques et tout. Et donc, je faisais des posts avec beaucoup d'écriture, des schémas et tout. Et je crois que ça m'était pas venu à l'esprit de me montrer. Mais c'était aussi, c'était pas les débuts d'Instagram, mais presque c'était les débuts de l'Instagram vitrine professionnelle en tout cas, ou pédagogie. On sortait, tu sais, d'un moment où il y a eu que des comptes perso avec des photos de sa propre vie. Ça y est, il a commencé à avoir des carousels, etc. Et du coup, ça se faisait pas trop. Il y avait pas beaucoup de comptes qui mettaient des photos d'LE. Mais oui, je pense que j'en ai jamais fait un énorme sujet, mais je pense que c'est quand même une réflexion qui est souvent en filigrane de dans quelle mesure je me montre et ça a un intérêt, ou dans quelle mesure ça n'a aucun intérêt que je me montre. Et du coup, il faut mieux mettre une photo de paysage ou un fond avec juste une couleur pour dire ce que j'avais envie de dire. Parce que souvent, c'est ça quand
je fais un post ou une story, c'est que j'ai envie de dire quelque chose qui, j'espère, peut être utile au moins à quelques personnes. Après, je pense que vu que personnellement, j'aime les comptes incarnés, je crois pas que je suive de compte, même sur mon compte perso, tu vois, sur des sujets qui ont rien à voir mais qui m'intéressent par ailleurs. Je crois que j'aime pas les comptes où je ne sais pas qui est derrière, je vois pas à quoi la personne ressemble, je la vois pas parler. Je crois que j'arrive pas à accrocher et j'arrive pas à suivre sur plusieurs mois cette personne avec un intérêt pour le travail. Donc, je pense, tu sais, que ça parle de cette perception-là. Du coup, je fais comme j'aimerais, comment dire? Je sais pas si c'est clair. En tout cas, je fais avec mon compte ce que moi j'aime chez les autres comptes. Voilà, c'est ça, c'est plus clair. Donc, je me montre quand même un peu. Je pense que le mot incarné, c'est ça. Après, ce qui est difficile, j'entends aussi vraiment l'intérêt de se situer, je le partage. Vu que je suis blanche, je suis mince, j'ai conscience d'être relativement jolie par rapport aux standards, aux critères de beauté actuels. J'ai conscience que ça favorise mon contenu. Et c'est vraiment délicat cette question de est-ce que ça serait intéressant de moins se montrer pour que les gens qui suivent différents comptes comme le mien ne choisissent pas, c'est un biais inconscient, hein, mais ne choisissent pas de plus suivre des comptes de personnes blanches que de personnes non blanches, par exemple, ou de personnes minces que de personnes grosses. J'ai conscience que je me favorise inconsciemment en me montrant. Et donc, ouais, ça, c'est difficile parce que je me suis demandé à moi, je crois que je l'ai fait à plusieurs périodes, de plus du tout me montrer. Mais en fait, je crois que j'ai besoin que ce soit incarné quand même comme compte et de me montrer au moins un petit peu. Mais je crois ne pas me tromper en disant que mon image corporelle influence pas ou très peu le fait que je vais me montrer ou pas. Surtout que maintenant, un truc que je trouve très chouette, c'est que s'il y a des jours où quand je prends une photo ou une vidéo, je peux avoir des pensées comme on voit mes cernes, un truc comme ça, ou j'ai des petits yeux parce que je suis pas maquillée, ou tiens, on voit mes rougeurs, ma rosacée. Maintenant, en fait, très vite, je me dis, et alors, est-ce que c'est pas intéressant de montrer, entre guillemets, un vrai visage d'une personne qui a, en fait, je suis comme tout le monde, j'ai une peau avec quelques imperfections. J'ai passé la trentaine, donc je commence à avoir des ridules, etc. Des fois, je suis fatiguée parce que la vie, et donc j'ai des petits yeux. Et maintenant, même quand j'ai un petit doute, est-ce que je montre ça? Je me dis oui, bien sûr que je le montre parce que c'est trop important. Je trouve ça vraiment horrible de ne voir que des gens avec la peau parfaite. Je trouve ça vraiment hyper nuisible et malsain, donc j'ai envie de participer à ça aussi. Merci beaucoup de participer à ça. C'est important qu'on ait ces représentations et cet accès-là. Est-ce que tu as déjà utilisé la photo pour comprendre quelque chose de toi, consciemment ou inconsciemment? Alors là, avec le cahier de vacances, oui, je vois que j'ai une démarche plus réflexive et analytique de ce que je fais avec la photo. Donc j'apprends des choses sur moi. Avant ça, oui, je pense que j'avais déjà compris que j'avais un souci de l'esthétique par les couleurs. Mais justement parce que j'ai une amie qui m'avait fait le reproche de prendre trop de photos quand on était en train de marcher ou quoi, d'avoir trop mon téléphone. Ça a été un gros sujet d'ailleurs de dispute et de rupture amicale, hein, dans cette relation, tellement elle me le reprochait. Et j'ai essayé du coup de plus le faire dans un premier temps. Ça a créé beaucoup de réflexions de pourquoi je fais ça. Et en fait, c'est ça qui m'a amenée à réfléchir. Mais en fait, ça m'arrive plein de fois, je suis seule dans mon lit et je remonte ma pellicule et je me refais des souvenirs et je kiffe trop, quoi. Me dire, ah, c'est vrai que c'était cool ce moment. Vu que je photographie beaucoup ce que je trouve beau ou les moments que j'aime, ma pellicule, elle est full love. Et ça me fait du bien, je crois, de faire ça. Et c'est quand j'ai compris ça que je me suis dit, il ne faut pas que j'arrête de le faire parce que c'est moi qui fonctionne comme ça. Et si cette personne me demande de changer, c'est qu'elle ne respecte pas qui je suis. Voilà. Ça et d'autres choses similaires, voilà, ont abouti à cette rupture amicale. Donc oui. Observer comment je photographie et ce que je photographie et pourquoi je le fais, ouais, ça m'a appris des choses sur moi. Tu vois, ça, c'est un exemple. Je pourrais en trouver d'autres, je pense, si je réfléchissais, mais ça, déjà, c'est pas mal. J'ai vraiment envie de te féliciter. Je suis pas sûre que ce soit ma place, mais de te féliciter d'avoir choisi
de continuer à documenter ton quotidien plutôt que d'essayer de modifier ce fonctionnement-là. J'ai essayé, hein, mais ça n'a pas marché. Mais c'est vrai que c'est un long cheminement d'apprendre à être moi et à rester moi-même. Et à arrêter d'essayer de répondre aux différentes attentes des autres. Et ouais, mais je te comprends. Moi aussi, je m'auto-félicite parce que ça m'a apporté beaucoup. Et c'est un endroit où j'ai envie d'emmener les gens aussi avec le cahier de vacances, c'est de ne plus uniquement garder ces images dans son téléphone, dans sa pellicule, mais de commencer à avoir une réflexion aussi de matière et d'en sélectionner quelques-unes et de les imprimer. Et donc, toi, tu parles du fait que tu scrolles dans ton lit. Est-ce que tu as déjà eu ce réflexe-là d'imprimer, d'avoir tes photos papier? Pas du tout. Et tu sais que j'y ai pensé plusieurs fois et que j'ai l'impression que ce qui me freine, c'est maintenant l'étape de la sélection, les faire imprimer et tout. Mais le peu de fois dans ma vie, par exemple les albums photos que j'ai, qui ont été faites par des membres de ma famille, de moi ou de toute la famille, mais comment je kiffe les regarder, c'est vraiment un bonheur. Où j'ai fait un voyage aussi il y a quelques années avec un groupe d'amis, et un de mes amis, pour mon anniv, m'avait offert un livre imprimé des photos de ce voyage. Et c'est génial. Ouais, j'aimerais vraiment faire ça. Ça va être de passer l'étape de ce que ça représente comme charge. Mais après, vu que je trouve que c'est important, ça va être aussi le switch. Je veux dire, ok, vu que c'est important, j'y accorde du temps. C'est-à-dire moins faire quelque chose d'autre à la place, mais si c'est important, ça va être chouette de le faire. Moi, je m'excuse d'avance alors pour toutes tes patientes pour lesquelles tu n'auras pas eu le temps de lire des articles. En fait, j'ai envie de proposer mille manières de le faire et c'est vrai, comme tu le dis, ça a l'air d'être quelque chose d'assez solennel. Un moment où tu vas peut-être carrément ouvrir ton ordi, aller chercher à ce moment-là pour les voir un peu plus grands et tout ça. Ça peut être ça, carrément, parce que aussi, en plus, le moment de la sélection, c'est un moment où tu revis tes moments aussi. Mais ça peut aussi être un truc beaucoup plus instinctif. Par exemple, j'ai vu ça il y a une semaine, ils ont créé une borne, il y a une borne maintenant dans le Franprix. Il y avait beaucoup de monde à la file la dernière fois, je me suis dit, vas-y, je vais imprimer des photos. Et vu que je n'ai pas non plus toute ma vie dans le magasin, j'ai pas envie d'y passer, c'est un truc, tu sélectionnes, t'envoies un lien. Et donc j'ai regardé, j'ai scrollé rapidement, celle-là, celle-là, celle-là. Et donc ça m'a fait un truc où c'est des photos que potentiellement j'aurais jamais imprimées si ça n'avait pas été de cette manière-là, si j'avais dû les sélectionner de manière solennelle. Et donc maintenant je les ai, elles sont là et donc elles vont rentrer dans mes albums photos. Du coup c'est un exercice aussi que je m'efforce à faire et que le cahier de vacances, Zoé, tu dis que ça t'a apporté des réflexions différentes. Pour moi aussi en fait, parce que j'imprimais quasiment jamais mes photos. Uniquement basées sur le tirage d'art ou justement les photos artistiques, mais mes photos du quotidien, pas du tout. Et donc là, j'essaie de me forcer à ça. J'ai acheté un album et je vais les mettre dedans. Je pense que ce moment solennel est intéressant et en même temps, ce moment complètement instinctif, intuitif d'y aller et de se dire, allez là, j'en imprime 10 par mois en passant dans ce magasin-là parce que je sais que je peux le faire. Et d'avoir, même si elles ne sont pas très qualitatives, mais d'avoir quand même ces images sur papier. Ou éventuellement aussi de ressortir, là c'est un coup un petit peu différent, mais d'aller ressortir les appareils Instax, les Polaroid, qui te donnent tout de suite la matière physique. Ou même, j'y pense, je ne l'avais pas analysé comme ça, mais on fait avec ma copine depuis l'été dernier, tu sais, les appareils photo jetables. Et du coup, ça, c'était assez chouette. Il n'y a pas longtemps, on en a développé un. Et du coup, tu vois, ça nous a duré plusieurs mois. On a même oublié ce qu'on avait pris en photo. Et c'était assez chouette de revoir plusieurs mois de photos où effectivement, ça va être moins posé, moins travaillé. La lumière, des fois, elle est complètement dégueu. Donc, il y a ça. Et il y a aussi une tendance sur Insta où, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais par exemple, les gens vont publier un carrousel photo du mois qui s'est écoulé. Oui, photodump. Ok, ouais, c'est ça, photodump. Et ça, je trouve ça très chouette. J'aime bien regarder les photodumps des gens. J'en ai jamais fait. Donc, tu vois, pourquoi pas. Voilà, donc ça peut être l'exercice de se dire, allez, une fois par mois, je vais imprimer. J'imprime 10 photos par mois. Ouais. Et puis, tu peux faire plusieurs fois par an aussi ce truc solennel où tu resélectionnes et que tu es sûr, pourquoi je ne vais pas imprimer cette photo-là ce mois-là. Mais d'avoir un truc, effectivement, qui va beaucoup plus vers l'instinct. Et je pense que c'est important d'avoir les photos en papier, la matière dans les mains, en fait. Ça amène un autre rapport à l'image. Donc Zoé, tu as participé aux 3 jours de cette semaine.
Comment tu as vécu chaque thème? C'était quoi ton process? De quoi tu as envie de nous parler à propos de ça? Alors, ouais, moi, donc, j'ai lu les 3 propositions en me disant: «OK, voilà, il y a ces 3 choses et bah, j'ai un temps imparti pour le faire». Et j'ai commencé à réfléchir, tu vois, à ce moment-là: «OK, qu'est-ce que je vais faire?» Histoire que mon idée, c'était que ça reste dans ma tête au cours de la semaine pour qu'à un moment, ça un contexte précis allait popper en me disant: «Ah bah tiens, là, je suis en train de faire, une activité de la flemme, par exemple. Allez, je sors le téléphone, je prends la photo et je la mets dans un album qui s'appelle Cahier de vacances». Donc c'était ça le process. Bah, ça a été assez spontané parce que vu que j'avais déjà décidé et c'était assez chouette, je trouve ce que j'ai produit. J'ai bien aimé les 3 propositions parce que c'est des choses que j'aurais pas fait comme j'avais dit, plus tôt. Le selfie, je le pratique pas, pour le garder pour moi. Je le pratique pas sur des moments, de flemme parce que c'est vrai que la flemme, en tout cas moi, je la vis plutôt comme une émotion désagréable. J'ai pas tendance à photographier ces moments-là, mais plutôt les moments, agréables. Ça m'a déjà, challengée, ça m'a ouvert à de la nouveauté, donc c'était trop chouette. Après, il y avait la géolocalisation émotionnelle et je suis un paysage. Ça, je l'avais déjà fait aussi l'année dernière, j'avais adoré. Et là, je suis trop contente en plus de ce que j'ai produit sur, je suis un paysage. En gros, la semaine dernière, j'étais, chez des amis, un couple d'amis que j'aime beaucoup et ils ont une nouvelle maison depuis pas très longtemps et je me sens trop bien dans cette maison. Je sais pas trop comment l'expliquer. Surtout que la déco n'est pas du tout à mon goût. Je me serais pas dit, tu vois, en visitant cette maison: «Tiens, je voudrais vivre là». Hem Et c'est pas non plus lié qu'à eux, parce que dans leur précédente maison, je ressentais pas ça. Mais à chaque fois que j'y vais, je me sens hyper bien, je dors hyper bien, gros kiff. J'y suis allée, la semaine dernière, j'y ai passé une nuit et le lendemain, j'étais toute seule chez eux parce qu'ils sont partis travailler. Moi, j'étais dans un moment il faisait beau, j'étais toute seule dans la maison, dans le jardin et je me disais: «Waouh, c'est trop bien ici» et ça m'a popé: «Ah mais tiens, la photo, paysage, je vais me prendre en photo moi devant la maison, en fait». J'ai trouvé un endroit, je te montre, mais j'ai trouvé un endroit dans l'herbe, contre un pot de fleurs pour juste poser mon téléphone et j'ai jamais fait ça de me dire: «Peu importe». En fait, ce que je veux, c'est juste qu'on voit que c'est leur maison pour me souvenir de ça, mais peu importe le cadrage. J'étais en pyjama, peu importe la pose, c'est juste une photo, figurative de je suis là à la maison et j'adore ce moment et me rappeler de cette maison parce que je sais pas, combien de temps ils l'auront. C'est juste pour marquer ça, pour marquer ce moment. Juste après, dans l'élan, j'ai fait un selfie parce que j'étais dans l'exercice. Je me suis dit: «Bah, tiens, je vais aussi faire un selfie». En plus, tu as le contraste, comme je te disais, de l'arbre et du ciel bleu. J'aurais jamais fait, ces 2 photos avant, de moi en train de me dire: «J'aime le moment et je capture, une image de moi dans ce moment ou dans cet endroit». Et géolocalisation émotionnelle, j'ai eu plus de mal. En gros, j'arrivais pas à trouver des idées, même si je comprenais le concept et je le trouvais trop cool, mais il y a rien qui me venait, contrairement aux autres. À un moment, je me suis dit: «Mais stop, arrête de réfléchir, faut la faire la photo» et j'ai pris en photo ce que je voyais au moment et en fait, c'est très bien. C'est, la vue de mon bureau, de mon nouveau chez moi. Et en fait, je trouve ça très bien parce qu'avec ce thème géolocalisation émotionnelle, tu peux, vraiment, développer, en essayant de comprendre tes émotions. Quelles sont-elles quand tu penses à cette photo ou à ce que la photo, représente? Ouais, c'est mon nouveau chez moi, je viens d'emménager, donc il y a à la fois ce truc de je suis super joyeuse d'être dans un nouveau lieu que j'ai choisi et en même temps, je suis encore en transition. Je me suis pas encore vraiment approprié, les lieux, donc ça a son côté, inconfortable. Il y a ce truc de l'intérieur-extérieur. J'ai un logement, que je trouve beaucoup trop petit à mon goût et donc j'ai tout le temps envie de sortir. Je me sens à l'étroit chez moi et en même temps, je fais un boulot où je suis assise devant mon ordi. Je suis souvent en train de regarder l'extérieur en mode, rêveuse: «Oh, j'aimerais bien sortir, mais je dois travailler». Tu vois, là, sur la photo, on voit bien l'intérieur, l'extérieur. On voit aussi quelque chose qui me pèse, c'est des vitres, fumées. Ce qui est très bien parce qu'en fait, c'est un appart dans une maison partagée. Quand les gens passent devant chez moi, ils voient pas l'intérieur de chez moi, ce qui, m'arrange, c'est quand même, mieux pour, l'intimité. Ça fait que j'ai peu de luminosité à l'intérieur de chez moi et je me rends compte que ça me pèse, tu vois, de pas profiter de la lumière du jour pleinement. Donc tu vois, en fait, émotionnellement, il y a plein de trucs qui peuvent, dérouler. Il y a aussi que cette terrasse, je l'adore, mais elle est encore un peu,
inhabité et j'ai hâte de mettre des pots de fleurs, une chilienne pour lire et tout. Et voilà, ça évoque tout ça, la transition, voilà, l'ambivalence aussi de j'aime trop mon métier. C'est trop génial de ne pas avoir de temps de transport. Quand je vivais à Paris, j'avais 1h30 à 2 heures de RER, métro. Et je regrette pas du tout cette vie-là. Là, je vis chez moi, 0 temps de transport. Je peux bosser en pyjama si je veux. Enfin, c'est génial. C'est, tu vois, beaucoup d'émotions positives. Et en même temps, je sature d'être tout le temps chez moi, de faire tout dans la même pièce. J'ai un semi-studio, un peu comme toi d'ailleurs, un tout petit peu plus grand, mais d'être tout le temps dans la même pièce, moi, je sature. Et donc, tu vois, c'est ambivalent, c'est trop bien. Et en même temps, j'ai envie de sortir dehors. Je trouve que cette photo, elle représente tout ça. Le selfie, j'en avais un petit peu parlé du jour de flemme. Et voilà, ça, c'était mes 3 photos de la semaine et j'ai vraiment adoré. Ça m'a appris des choses sur moi, comme tu disais. J'ai bien aimé aussi le côté ludique et créatif. Je l'ai vraiment retrouvé et ça, c'est chouette parce que, tu vois, j'ai ma zone de confort avec la photo. Je photographie ce que je trouve beau, les moments que je trouve cool. Et en fait, là, du coup, je photographie d'autres choses grâce à tes propositions. Et c'est trop chouette. Donc, merci beaucoup. Tu parlais tout à l'heure du regard du photographe où tu disais quand je vais dans un endroit, jamais j'aurais pu me projeter sur... j'aurais pas vu les choses de cette manière. Et je pense que c'est typiquement le point où la photographie devient un métier. C'est justement de tout regarder différemment. Et c'était l'intention avec ce cahier de vacances, c'était de vous amener à voir votre quotidien différemment. Ça me fait plaisir de voir qu'en tout cas, pour toi, de ton côté, c'est réussi. Et j'ai envie de te dire que ça fait vraiment pas longtemps que tu as emménagé. Et je trouve ça hyper intéressant que te poser sur cette photo t'a permis de... Je sais pas si c'est cette photo qui t'a permis de conscientiser ça. En tout cas, tu verbalises beaucoup de choses autour de cette photo. Je pense que je le savais un peu, mais que de l'analyser et tu vois, là, de le dire à quelqu'un pour que ce soit compréhensible plutôt que ce soit juste dans ma tête, ça me permet de mieux le conscientiser, en fait. Ok. Ça amène une réflexion que je m'étais fait par rapport au fait d'ajouter l'exercice de l'écriture dans ce cahier. Et je pense que je le proposerai du coup... Ouais, l'année prochaine. Ou non, vous savez. Oui, de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui va revenir chaque année. Même si, comme tu l'as dit, potentiellement les thèmes ne changent pas. Parce que là, d'une année à l'autre, là, j'ai vraiment pas eu l'occasion. C'était vraiment une question de temps. J'ai décidé de pas les changer pour ça. Il y a la question super intéressante de revoir le même thème chaque année, avec à chaque fois une année de plus et donc une expérience complètement différente. Donc j'aime beaucoup ça aussi. Bref, si je continue cahier de vacances, il y a des thèmes qui changeront, d'autres pas. Même là, cette année, si l'idée... j'aimerais vous proposer, et ça on en parlera pendant les lives, mais j'aimerais vous proposer de créer votre cahier de vacances. Il y a différentes manières de faire. Soit on peut faire imprimer un livre à la fin, mais je pense que le construire pendant les 5 semaines, c'est hyper intéressant. D'acheter un joli cahier dans lequel vous pouvez coller des impressions, même des trucs qui ont été imprimés sur votre imprimante de bureau, qui ne soient pas très qualitatifs, on s'en fout, mais d'avoir quand même cette matière et de pourquoi pas prendre ce temps d'écrire, peut-être pas sur chaque image, mais sur les thèmes qui ont été un petit peu plus différents ou compliqués à aborder, et d'essayer de poser des mots sur ces thèmes-là, ça peut aussi aider à conscientiser encore plus de choses. Oui, complètement. Voilà. La question est comment dire, elle n'est pas très claire. J'ai pas réussi à trouver le mot. Mais tu vas peut-être reformuler ma question et me donner ton avis. Mais est-ce qu'on peut dire que ce que je propose est une expérimentation scientifique ? Je sais pas, parce que je crois que dans la science, il y a souvent des relevés d'indicateurs, et notamment avant-après, avec des données chiffrées. Donc je pense que ce serait la limite. C'est une expérimentation, c'est sûr. Est-ce que ça répond aux critères scientifiques ? Je sais pas. Mais en tout cas, ce serait utile que ce le soit pour la science. Et si possible, que ça n'arrive pas dans la pratique dans 17 ans. Bon, on va essayer pour le cahier 2027, alors on va faire venir des scientifiques sur le projet. Ouais, avec plaisir. Un conseil pour quelqu'un qui n'a pas pris de photos de lui depuis des années ? Recommencer. Quelque part, en tout cas, peut-être de réfléchir à quelle serait la photo la plus facile à prendre. Et ça pourrait être je suis un paysage.
Une photo, en tout cas, si c'est une personne qui a des difficultés avec l'image corporelle, pourquoi pas une photo où la personne elle est de loin ou en mettant qu'une partie de son corps qui est une partie qui est plus facile à photographier que les autres. Mais je trouve ça... En tout cas, moi, la photo figurative souvenir me semble importante pour cette histoire d'archiver nos moments de vie. Et puis aussi pour nos proches. Moi, je sais que notamment mes deux grand-mères, elles n'aiment pas voir les photos d'avant. De ce que j'ai compris, ça les fait cogiter sur le fait que beaucoup de temps a passé et que c'est bientôt la fin. Ça les met plus dans un état émotionnel difficile qu'autre chose. Mais moi, je suis tellement contente d'avoir des photos d'elles et des membres de ma famille à tous les moments et de voir les évolutions et de se dire « Ah ouais, mais c'est vrai que ce jour-là, il s'était passé ça ». Pour les proches, c'est précieux. Et d'ailleurs, je sais que mes deux grand-mères détestent apparaître en photo. Elles n'ont jamais aimé, mais je suis contente qu'elles l'aient quand même fait. En fait, je crois qu'elles ne se sont pas trop laissées le choix parce que c'est une génération où tu fais et tu te poses pas de questions. Mais du coup, je suis contente d'avoir des photos d'elles. Oui, moi, je recommanderais quand même, sauf peut-être certains cas exceptionnels, mais prenez-vous en photo, laissez-vous prendre en photo pour les revoir plus tard et pour que vos proches les revoient plus tard. Si vous ne pouvez pas le faire pour vous, faites-le pour vos proches. Est-ce que tu aurais une recommandation culturelle ? J'aurais peut-être dû te prévenir avant que j'allais te poser cette question. Non, alors, j'en ai une, mais parce que j'y suis allée récemment, mais c'est à Londres, donc ça va pas être très facile. Mais ouais, je suis allée à un musée que j'aime beaucoup, le Tate Modern, qui est gratuit. Et tu rentres, c'est de l'art contemporain, tu regardes et il y a des trucs qui vont attirer ton attention, d'autres non, et j'apprends toujours des choses, je découvre des artistes, je trouve ça vraiment génial. Après, culturel, donc sur la photo peut-être, ou sur l'image en France, il y a en ce moment une expo sur les corps, ça s'appelle Corps vivants, c'est au Louvre. Donc moi je l'ai ratée, je suis allée à Paris récemment et je ne l'ai pas faite. Et Roxane y a été et elle m'a dit que c'était super. Mais je crois qu'il y a notamment des sculptures de Rodin. En tout cas, c'est une sélection de sculptures, peut-être de peintures aussi, vraiment sur le corps en mouvement, avec plein de types de corps. Donc ça a l'air chouette. Après, moi, j'aime bien les reportages Arte. Il y en a beaucoup sur le sujet du corps. J'en avais vu il y a pas longtemps sur la nudité, qui était super intéressant en 2 épisodes. Il y a notamment un documentaire qui s'appelle Anatomie de la douleur. Il y en a plein sur Arte. Et sur le corps d'une façon ou d'une autre, l'image ou l'anatomie, il y a vraiment des choses très intéressantes, je trouve. Où est-ce qu'on te suit pour tes prochaines aventures ? Surtout sur Insta. Ouais, Insta, Zoé Desbouis, tout simplement. Ouais, c'est le seul endroit où je partage des choses. J'ai un site internet, mais je ne partage pas d'aventures et d'actualités là-dessus. Et dans tes actualités, il y a des choses qui arrivent prochainement, des endroits où les gens pourront venir t'écouter peut-être ? Non, je crois pas. Je crois que je suis plus dans une phase là où j'essaye de moins faire. Je me sens fatiguée de faire beaucoup, donc je vais faire moins. En plus, là, c'est l'été, donc je vais me reposer un peu plus. Non, voilà, il y a ce podcast, et puis je crois qu'après, c'est à peu près tout. Jusqu'en août, où en août, tu co-animes un atelier. Ah oui, avec toi. Notamment sur le thème du selfie. Tout à fait. Le 6 août, si je me souviens bien. Jeudi 6 août, on co-anime toutes les deux un atelier en visio. J'ai toujours eu du mal avec le fait de finir les choses. Donc cet épisode va s'arrêter là. Comme ça. Je peux pas encore vous annoncer le podcast de la semaine prochaine parce qu'il n'est pas encore enregistré. Parce qu'évidemment, je suis en plein déménagement. Et que le temps commence à compter. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout l'épisode. Et je vous dis à très vite pour des prochaines aventures.